Imagine être libre de ton temps pendant que tous les gens autour de toi sont obligés de travailler un 9 à 5. 9 à 5 qu'ils détestent. Imagine les gens qui te demandent des questions du style de « Comment tu fais pour vivre? Où trouves-tu ton argent? As-tu hérité? As-tu gagné à la loterie? » Non. La différence entre toi et eux, une bonne stratégie. C'est tout. Pratiquement aucune chance. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. C'est la phrase que j'ai inscrite dans mon livre des finissants. Mon rêve? Être libre. Libre de pouvoir jouer aux jeux vidéo toute la journée si j'en ai envie. Libre de partir en voyage si l'idée me plaît. Libre de faire ce que je veux de mon temps. J'ai rapidement compris que bien qu'on dit que le temps c'est de l'argent, l'inverse est également vrai. L'argent, c'est du temps. Alors l'idée est celle-ci. Plus tu veux avoir une vie luxueuse, plus tu vas devoir dépenser de ton temps pour pouvoir t'offrir cette vie. Comme par exemple, disons une personne A qui décide de s'offrir une voiture neuve à 50 000 versus une autre personne B qui décide de garder sa vieille voiture payée. C'est une différence de 50 000 qui, à moins d'avoir déjà des centaines de milliers de dollars investis, va engendrer un coût énorme en temps. La personne A qui gagne 50 000 net par année devra consacrer un an de sa vie de travail pour payer cette voiture. Tandis que la personne B pourrait tout simplement prendre une année sabbatique et profiter de son temps libre. Bien évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais tu comprends quand même le principe. Plus une personne veut dépenser, plus elle doit payer. Et puisque l'argent c'est du temps, elle doit payer avec sa propre vie. Premier chapitre. La première étape pour atteindre la liberté financière est de réfléchir à la vie qu'on aimerait réalistiquement avoir. Plus tes attentes sont élevées, plus il sera difficile d'atteindre le montant nécessaire pour pouvoir s'offrir ce mode de vie. Imaginons encore une fois une personne A qui prévoit avoir besoin de 50 000 par année. Avec 1 million en investissement à 8% par année de moyenne, c'est ici 80 000 de revenus par année. Ce qui est, à mon avis, amplement suffisant pour venir combler les 50 000 nécessaires. Contrairement à une personne B qui prévoit avoir besoin de 100 000 par année. Cette personne aura probablement besoin de 2 millions en investissement, ce qui lui fera en moyenne 160 000 de profit par année. Alors je te le demande, quel mode de vie veux-tu réellement avoir? Veux-tu des enfants? Veux-tu voyager à chaque année? C'est quoi tes loisirs? Veux-tu manger souvent au restaurant? Quel type de voiture veux-tu conduire? Une Mercedes? Veux-tu une grosse maison? Des bijoux? Une Rolex? Une fois que tu as les réponses à ces questions, je te défie de réfléchir à tes réponses. En es-tu certain? Une Rolex, une Mercedes, une grosse maison. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, plus tu veux un mode de vie luxueux, plus tu vas avoir besoin d'argent. Et l'argent se paie avec ton temps. Chapitre 2. L'importance d'investir. Nous sommes en 1950. On regarde dans nos poches et on trouve un billet de 100$. Wow! Avec ce 100$, on peut faire tellement de choses! As-tu idée de toute la nourriture qu'on peut acheter avec cet argent? Le cadran sonne. Nous sommes en 2025. On a encore ce même 100$ dans nos poches. Mais il y a plus vraiment le même pouvoir. Après une recherche rapide sur l'ordinateur, on se rend vite compte que 100$ en 1950 avait un pouvoir d'achat de 1296$ aujourd'hui. Ceci, ça s'appelle l'inflation. C'est-à-dire, ton argent meurt à chaque seconde. Lorsque tu investis ton argent, cela te permet non seulement de combattre l'inflation, mais de la surpasser. 100$ investis en 1950 à 8% de rendement équivaudrait à plus de 32 000$ aujourd'hui. Si tu refuses d'investir, c'est simple, tu laisses ton argent mourir. Quand que à la place, elle devrait fructifier. Chapitre 3. Revenus passifs. Si tu ne trouves pas un moyen de faire de l'argent quand tu dors, tu vas travailler jusqu'à ta mort. Ceci est une citation de Warren Buffett qui parle ici de trouver des façons de faire des revenus passifs. J'ai écrit il y a quelque temps un petit recueil, un e-book qui s'intitule « Investir simplement, rapidement et efficacement ». C'est une petite lecture d'environ 20 minutes qui m'a pris quelques heures à écrire. Et depuis ce temps, excepté vous en parler quelques fois,
comme que je fais en ce moment, j'ai eu à mettre 0 temps et 0 énergie sur ce projet. Et dorénavant, ce petit livre me rapporte un revenu. Et ce, même quand je dors. C'est ce qu'on appelle un revenu passif. Évidemment, ce e-book ne me rapporte pas des millions de dollars, mais pour le nombre de temps que j'y ai consacré, c'est une corde de plus que j'ai ajoutée à mon arc de fortune. Mais la réalité est celle-ci. Il n'existe aucun revenu passif facile à accomplir. Ils ont tous leurs difficultés. Par contre, la bourse est un revenu passif que tout le monde peut faire. Et ce, très facilement. Mais il comporte également une difficulté. Laquelle? La patience. Chapitre 4. Les types d'investissement à la bourse. Ici, c'est essentiel de choisir une bonne stratégie, c'est-à-dire une stratégie qu'on peut reproduire. Le but ici, c'est pas de frapper un coup de chance. Si tu veux tenter d'investir tout ton argent dans la prochaine crypto magique ou la prochaine compagnie qui va changer le monde, ben go, je t'en empêche pas. Mais dis-toi que même les plus grands génies de cette terre arrivent même pas à prédire le marché boursier. Petite métaphore, moi-même, ça fait des années que je suis sur YouTube. Et j'arrive même pas à prédire quand une vidéo va mieux performer qu'une autre. J'ai encore une fois mis beaucoup d'efforts sur celle-ci. Alors, like premièrement s'il te plaît, mais tout de même, je suis incapable de dire si l'algorithme de YouTube va l'aimer ou non. Parce qu'au final, bien que j'ai étudié énormément la façon que l'algorithme fonctionne, ça fait tout de même rarement, même pratiquement jamais de sens. Alors, si tu penses vraiment être capable de prédire parmi les milliers, voire millions de crypto-monnaies et de compagnies existantes, laquelle va devenir la prochaine Apple, Tesla ou Bitcoin, et ce avant tout le monde, bonne chance. Pour ma part, je me fie à ce qui fonctionne réellement, soi-disant investir dans un fonds indiciel qui représente le S&P 500. Même que je vais être très transparent avec toi. Bien que je crois que la majorité des gens devraient prioriser le S&P 500, celui-ci comporte seulement 30% de mon portfolio. Le 70% est dans un fonds indiciel qui représente le Nasdaq 100. Pourquoi? Car je crois que le Nasdaq 100 va performer mieux que le S&P 500 dans le futur. Par contre, je crois qu'il va offrir des montagnes russes émotionnelles beaucoup plus intenses. Or, le commun des mortels a déjà de la difficulté avec les petites émotions engendrées par le S&P 500. C'est pourquoi je crois, tout comme Warren Buffett, que la plupart des gens devraient simplement se contenter du S&P 500. Exemple de la différence de perte. En 2002, le S&P 500 a connu une perte de 22% contre 37% pour le Nasdaq 100. En 2022, le S&P 500 a connu une perte de 18% contre 33% pour le Nasdaq 100. Perdre 18% mentalement, ça fait moins mal que 33%. Par contre, dans les dernières années, le Nasdaq 100 performe vraiment mieux que le S&P 500. Alors voici mon avis. Si tu es quelqu'un de fragile, le S&P 500 est un minimum. Si tu es quelqu'un de fort mentalement et que tu vises vraiment le long terme, le Nasdaq 100 peut être un bon plan pour toi. Bon, si pour toi tout ça c'est du charabia, c'est quoi ça un fonds indiciel? C'est un panier d'actions. Disons par exemple que tu aimerais investir dans toutes les chaînes de restaurants fast-food de ton pays. Ben à la place de devoir acheter tes actions une par une, tu pourrais simplement acheter un fonds qui contient déjà des parts de chacune de ces chaînes de restaurants. Donc, un fonds en bourse, c'est un panier qui contient plusieurs parts de compagnies. Un fonds qui représente le S&P 500, c'est simplement un fonds qui contient les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Ce type de fonds vient diversifier ton portfolio en 500 compagnies différentes pour t'assurer de ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier. Et le S&P 500 rapporte en moyenne, et ce depuis des décennies, environ 10% de rendement par année. Je dis bien ici
en moyenne, là. Comme j'ai dit plus tôt, en 2002, ton portfolio aurait perdu 22%. Là. Par contre, en 2003, il aurait gagné 28%, en 2009, 26%, en 2013, 32%, en 2021, 29%, en 2023, 26%, et ce, ainsi de suite. Tout ce que tu dois savoir, c'est que sur le long terme, si on se fie aux données des dernières années, des dernières décennies, cela rapporte environ 10% de rendement par année. Et le S&P 500 est recommandé par tous les plus grands investisseurs de ce monde. Chapitre 5. Comment investir? Investir son argent, c'est beaucoup plus simple que ce que la plupart croient. Pas besoin de personne. Pas besoin de la banque, pas besoin d'un conseiller financier. Juste besoin d'un ordinateur ou d'un cellulaire. Et d'une plateforme de courtage, c'est-à-dire une plateforme d'investisseurs autonomes. Et il y en existe plusieurs au Canada. Moi, celle que je parle le plus souvent dans mes vidéos, c'est la plateforme Wealthsimple. Mais pourquoi? Parce que la plateforme est simple à comprendre, la plateforme est réglementée et autorisée par le gouvernement, et si tu utilises mon lien en description, la plateforme te donne 25$ gratuitement lors de ton premier dépôt de 1 pièce ou plus. Et en passant, non, je ne suis pas commandité par Wealthsimple. Mais bon, peu importe la plateforme que tu décides de choisir, c'est pas mal toute la même chose. Tu vas pouvoir ouvrir tous les comptes essentiels, c'est-à-dire compte CELI, compte REER, compte CELIAP. C'est pas mal les trois plus importants. Bon, une fois que tu as, disons, ton compte CELI sur la plateforme, ben tu vas pouvoir transférer via ta banque l'argent que tu veux investir dans ton CELI. Disons par exemple 1000$. Donc, ton CELI possède maintenant 1000 pièces. Mais il n'est pas encore investi, là. Ton 1000 pièces dans ton CELI en ce moment, il fait rien. C'est à toi d'acheter des actions ou des fonds avec ce 1000 pièces. Si tu veux acheter un fonds qui représente le S&P 500, le fonds que j'achète est un fonds de Toronto, ce qui fait que c'est en canadien, ça m'évite donc beaucoup de frais. Et c'est le fonds qui s'appelle VFV. Donc j'écris VFV, je mets le nombre d'actions que je veux acheter, soi-disant maximum avec 1000 pièces, et j'achète. Fin de l'histoire, tu possèdes maintenant des parts de 500 compagnies. Félicitations, tu viens d'investir dans le S&P 500. Et c'est le même principe pour vendre. Et en passant, le fonds que j'achète moi pour le Nasdaq 100, c'est le fonds XQQ. Mais au final, investir avec une plateforme de courtage, c'est aussi simple que ça. Chapitre 6. Quel compte choisir? Bon, par quel compte débuter? Si tu ne possèdes pas de maison, et que tu prévois en acheter une d'ici les 15 prochaines années. Je dis maison, mais ça peut être un duplex, un triplex, un quadruplex. Ben le CELIAP, c'est un compte qui sert à ça, t'acheter une nouvelle propriété. Donc commence par remplir ton CELIAP. Pourquoi? Parce que tout l'argent que tu vas mettre dans ton CELIAP, c'est-à-dire 8000 par année maximum, et ce pour un droit de cotisation total de 40 000, ben tu vas pouvoir, comme un compte REER, déduire ce 8000 de ton salaire dans ton année. Donc, si tu gagnes un salaire brut de 50 000, tu vas pouvoir déclarer 42 000. Donc, ton 8000 que tu mets dans ton CELIAP, c'est un 8000 brut. Tu sauves donc beaucoup d'impôts. Et par la suite, si tu investis cet argent, ben tout le profit que tu vas faire dans le compte, comme un CELI, ben tu seras pas imposé là-dessus. Exemple, ton 8000 investi au bout de quelques années vaut 20 000 pièces. Ben tu décides d'utiliser ce montant pour une mise de fonds. Ben voilà, c'est tout. T'as ni besoin de rembourser d'impôts sur le profit que t'as fait, puis t'as même pas non plus à rembourser l'impôt que t'avais sauvé sur ton salaire. Bon, si tu ne planifies pas t'acheter une demeure ou t'as déjà une maison, c'est-à-dire que t'as pas accès au CELIAP ou que t'as fini de remplir celui-ci. L'étape suivante, à mon avis, c'est de prioriser le compte CELI. Là, j'entends souvent des gens me dire que le REER est mieux pour les gens qui gagnent un très gros salaire. Ce qui est techniquement vrai, mais ma logique est celle-ci. Si tu gagnes un gros salaire, tu devrais avoir aucune, je dis bien aucune difficulté de remplir ton CELI et ton REER simultanément. Exemple, quelqu'un qui gagne 100 000 piastres. Cette personne a droit de cotiser 18 000 à son REER par année
avec ce salaire. Donc, il investit 18 000, il peut déclarer 82 000, puisque l'argent que tu cotises à ton REER te permet de déduire ça de ton salaire brut. Ben, sur ce 18 000, tu aurais normalement dû payer en impôts presque la moitié, soit disant 9 000 $. Ben, devine quoi? La cotisation annuelle du compte CELI en 2025 a aucun rapport à ton salaire. C'est le même pour tout le monde. Et c'est présentement, en 2025, 7 000 $. Donc, je vois pas où est le problème de remplir les deux simultanément. Si c'est pas ton cas et que tu gagnes, disons, 40 000, 50 000 par année, ben premièrement, je pense que c'est même possible pour toi de remplir simultanément, encore une fois, ton REER et ton CELI, mais tout de même, écoute là, si tu dis que t'es pas capable, je pense tout de même que c'est mieux de commencer par remplir ce 7 000 annuel de ton CELI, puis après de continuer vers le REER. Le compte CELI ne te permet pas de déduire ton salaire. Par contre, tout le profit que tu vas faire dans ce compte, tu n'auras pas à le déclarer. Donc, si tu as investi, disons, 100 000 $ dans ton CELI et que ça grimpe à 1 million, ce million va déjà être net. Contrairement au REER que si ça grimpe à 1 million, chaque fois que tu vas le retirer, tu vas devoir déclarer ce montant. Donc, payer de l'impôt sur ce que tu retires. J'ai même entendu l'histoire de quelqu'un qui a investi 100 000 $ dans Tesla, v'là plusieurs années, dans son REER, et qui est dorénavant rendu à plus de 15 millions de dollars dans son compte REER. 15 millions dans son REER. Oui, c'est un beau problème à avoir. Ça change pas que si tu le retires, tu vas payer plus de la moitié en impôts. Bon, revenons à nos moutons. Alors, au final, par quel compte commencer? SILIAP, si tu veux une demeure d'ici 15 ans, suivi de CELI, suivi de REER. T'as déjà rempli les trois et tu te demandes avec quoi poursuivre? C'est un très beau problème à avoir auquel je ne parlerai pas dans cette vidéo, puisque ça concerne une minorité infime de personnes. Chapitre 7. Résultats réalistes. Bon, à quoi tu peux t'attendre comme résultat avec la bourse? Est-ce une méthode pour devenir millionnaire en une semaine, en un mois, en un an? Non. Est-ce une méthode qui t'assure d'être millionnaire sur le long terme? Oui. Est-ce une méthode qui va te permettre d'obtenir ta liberté financière? Oui. Avant tous tes proches, qui eux vont devoir travailler jusqu'à 65 ans? Oui. Mais en combien de temps? Ça dépend de deux facteurs. Combien as-tu besoin par année? Et combien es-tu prêt à investir par année? Faisons quelques exemples. Si tu planifies seulement investir 5 000 par année, ce que je considère un minimum, ben au bout de 30 ans, tu vas avoir investi 150 000 $ et être rendu à 824 000 $. Si tu as commencé à 20 ans, ben à 50 ans, tu es presque millionnaire. Rien de fameux ici, mais tout de même mieux que rien. Tandis qu'une personne qui décide d'investir 10 000 $ par année, au bout de 25 ans, il va pratiquement être rendu millionnaire. Donc, encore une fois, s'il a commencé à 20 ans, il va être millionnaire rendu à 45. Par contre, la clé ici, c'est ceci. Plus tôt tu réussis à avoir un bon montant investi, plus vite tu vas avoir un effet d'exponentialité grandiose. Je te donne le même exemple de la personne qui veut investir 5 000 par année. Mais cette personne commence immédiatement avec 50 000 d'investis. Ce 50 000 fait une différence énorme. Puisque au bout de 30 ans, au lieu d'avoir 824 000, on est rendu à 1,7 million. Pour te montrer à quel point le montant initial est important, prenons un exemple de quelqu'un qui hérite 100 000 $, qu'il investit et qui investit plus jamais de sa vie, là. Zéro bidou. Ben au bout de 25 ans, ce 100 000 va valoir pratiquement 1,1 million de dollars. D'où pourquoi, si tu gagnes un héritage de 20 000,
30 000, 50 000, 100 000, ben à la place de faire une folie avec, là, cet héritage peut vraiment venir te donner un coup de pouce majeur et venir t'assurer un futur certain. Parce que devenir millionnaire, même en prenant des risques calculés, intelligents, ça prend du temps et de la patience. Mais ça vaut la peine, puisque l'espérance de vie d'un humain est longue. Et si tu prends tes finances en main, et ce dès un jeune âge, ben tu vas pouvoir prendre ta retraite dans la quarantaine ou début cinquantaine. Ce qui est tout de même mieux que de devoir travailler jusqu'à 65 ans et de terminer sa vie avec pratiquement 0$ en banque. La méthode que je viens de te présenter, c'est une méthode qui t'assure de devenir riche sur le long terme. Si tu trouves que c'est trop long, trop ennuyant, pas assez de résultats rapides, je t'annonce que tu vas devoir prendre des gros risques, tels ouvrir ta propre entreprise, travailler très fort, être le patron d'une firme, inventer un nouveau produit ou tenter de gagner à la loterie. En es-tu capable? C'est loin d'être facile. La bourse, c'est une méthode pour venir faire fructifier ton argent. Et une fois que tu as beaucoup d'argent investi, là, tu peux en vivre. Exemple, 1 million de dollars investi à 10% par année va te rapporter 100 000 par année à rien faire. Mais si tu veux devenir riche rapidement, cette méthode est pas pour toi. Par contre, si tu veux devenir riche assurément, bienvenue dans le club. Et je te conseille fortement de lire mon recueil Investir simplement, rapidement et efficacement. Ça va répondre à toutes tes questions que j'ai pas eu le temps de répondre dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.